Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Geoffrey Maton, maire de la ville de Loos-en-Gohelle. On a parlé de coopération, de transition et de citoyenneté. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Maton, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Bonjour, donc je suis Geoffrey Maton, je suis maire de Loos-en-Gohelle depuis avril 2023. Je suis élu depuis 2020 comme conseiller municipal de la ville de Loos-en-Gohelle. Et puis je suis un enfant du bassin minier qui est bourlingué dans l'agglomération de Lens-Liévin depuis de nombreuses années. Et je suis issu de familles dont les grands-pères étaient mineurs. Donc voilà, je suis un gars d'ici, tout simplement. Qu'est-ce que la créativité pour vous ? Qu'est-ce que la créativité pour moi? Simplement, d'abord, c'est une notion importante, surtout sur un territoire comme le nôtre, puisque on est issu d'une société très paternaliste qui était le fonctionnement des mines. Et la créativité, c'est vraiment l'idée de pouvoir s'émanciper, c'est pouvoir innover, inventer un futur, s'élever. Et donc, je suis très attaché à la capacité individuelle des gens à pouvoir rentrer en créativité mais aussi collectivement, parce que je pense que c'est vraiment l'idée d'utiliser la créativité comme challenge, comme défi qui permet de faire converger des envies des habitants. Donc la créativité doit être au centre aujourd'hui de toutes les innovations et elle doit être impliquante et responsabilisante. Donc voilà, et la créativité, c'est aussi la culture. Et dans un territoire comme le nôtre, la culture est vraiment un levier très intéressant pour pouvoir faire passer des messages et aussi accompagner les changements, par exemple, comportement pour créer une société qui soit plus désirable et qui soit surtout plus durable. Ça, on y reviendra tout à l'heure, évidemment, parce que je sais que c'est l'un de vos chevaux de bataille, on va dire. C'est ça. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez me présenter l'une des personnalités créatives qui vous inspire ? C'est amusant. Alors, peut-être au niveau créativité, vous savez, moi, j'ai besoin de m'identifier beaucoup aux personnes autour de moi. Et en termes de créativité, je suis toujours très inspiré par les gens qui ont plusieurs cordes à leur arc. Et c'est généralement pas des personnages connus, vous voyez. Donc c'est des gens autour de moi que je pourrais vous citer, mais il n'y aurait pas forcément d'intérêt. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est une capacité à pouvoir, et notamment, voilà, je pense à une amie, à pouvoir créer à partir d'éléments de recyclage, de réemploi. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives de ce type-là. Et par exemple, un des éléments créatifs, puisqu'on a la Louvre-Lens-Vallée aussi, c'est cette start-up qui, par exemple, crée avec des matières recyclées, des nœuds papillons, etc. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un vrai modèle économique, c'est esthétique, et puis en plus, c'est de l'économie circulaire puisque on va réutiliser des matériaux et en donner une nouvelle fonctionnalité. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, d'allier la créativité, un modèle économique et en même temps de pouvoir contribuer à la transition qui est nécessaire sur notre territoire. Donc la créativité et les personnalités créatives pour des choses qui sont utiles. Oui, c'est vrai que, alors c'est peut-être ma culture, à un moment j'ai besoin d'abord qu'on réponde à des besoins. C'est-à-dire souvent on est dans une consommation inutile. Et cette consommation inutile, malheureusement, aujourd'hui, elle fait partie pour moi de ce qui est de l'ordre de la surconsommation. Et donc comme on surconsomme et qu'on n'a qu'une seule planète à partager, et il faut qu'on diminue en fait. Il faut qu'on soit plus sobre. Et la sobriété, dans un monde où on veut toujours plus consommer, où il y a une sorte d'ébriété par rapport au besoin de consommer, de dire on va moins consommer, c'est difficile. Par contre, de se dire qu'on peut consommer différemment, trouver autant de plaisir et dans des modèles économiques qui soient vertueux, c'est possible de le faire. Simplement, c'est différent que cette consommation qui est parfois un petit peu schizophrénique, dans l'ébriété et qui est en plus très onéreuse pour les porte-monnaies des personnes. Absolument. Alors, vous parliez justement de transition. Donc, la ville de Loos-en-Gohelle s'est engagée dès les années 90 dans une démarche de transition écologique pionnière, qui lui a valu d'ailleurs d'être désignée en 2014 comme démonstrateur national par l'ADEME. Donc déjà, bravo pour ça, parce que quand même, il y a 30-35 ans, c'était des questions qui n'étaient pas vraiment abordées. Oui, Et même qui, complètement, peut-être même niées.
Et en fait, ça, on le doit à deux personnes. Une première qui s'appelle Marcel Caron, qui a été maire en 1977. Et Marcel Caron avait compris que le territoire allait taper malheureusement le fond, puisque c'était la fin de l'ère charbonnière. Et donc, on savait que dans un territoire où il y a une seule industrie, c'est les mines. Tout le monde travaillait aux mines. Le jour où ça s'arrête, il y a pas de plan B en fait. Et donc Marcel Caron avait initié vraiment l'idée de se dire mais on va coopérer. Et par exemple, c'est le premier inventeur des coopératives. Il a créé la première SCOP, qui est la première artésienne, hein, qui fonctionne encore aujourd'hui sur notre territoire. Et donc l'idée, c'était d'essayer de fédérer. Et il a utilisé la culture pour montrer qu'il y avait des potentiels qui existaient déjà. Et sur la base de ces potentiels, comment on génère des coopérations qui soient fertiles pour le territoire. Et donc, il lance ça notamment avec la culture, avec un festival qui s'appelle les Goéliades, qui existe toujours. On a fêté les 40 ans l'année dernière. Et l'idée, c'est de montrer tous les talents qu'on a sur notre territoire, les clusters économiques, comme là, par exemple, à Louvre-Lens-Vallée, et de montrer qu'avec tous ces atouts-là, on opère une transition, en tout cas dans une trajectoire de l'ancien modèle du territoire qui était celui de la mine à un modèle qui soit plus durable et plus désirable. Et puis son fils Jean-François Caron, qui va lui succéder à la tête de la ville comme maire début des années 2000, va lui accentuer vraiment l'idée de pouvoir contribuer effectivement à un modèle plus durable, à une transition écologique. Et il va expérimenter, moi je fais partie de cette équipe-là à ses côtés avec de nombreux élus lossois et du territoire, à essayer de faire en sorte de changer l'image du territoire. Donc notamment, il a abouti à la labellisation UNESCO avec ses amis élus du territoire. Et puis surtout, il va sur chaque thématique obtenir des vrais résultats significatifs qui montrent que c'est possible de le faire, qu'on peut le faire même dans un territoire pauvre, qu'on peut le faire avec peu de moyens. Et donc, si c'est possible à Los-Angeles, si c'est possible sur l'agglomération de Lens-Liévin, c'est possible ailleurs. Et en fait, il va trouver du crédit parce qu'il va avoir des résultats tangibles. Par exemple, je sais pas moi, sur l'agriculture, par exemple, je crois que c'est 15% pardon, de surface agricole utile qui sont aujourd'hui passées en bio. Donc si c'est possible là, c'est possible forcément ailleurs. Ça va être plus de 15 kilomètres aujourd'hui de circuits en mode doux dans le territoire. Donc c'est possible aussi de trouver une place du vélo qui soit intéressante. Et donc sur l'ensemble des thématiques, il va y avoir des résultats sur lesquels on va pouvoir effectivement s'appuyer et qui vont donner aussi des outils pour la ville de Los Angeles et une capacité en fait à pouvoir embarquer les gens dans ces transitions-là de manière désirable. Et surtout, vous voyez, par exemple, si on prend l'éco-construction, on a beaucoup éco-construit, on a fait des rénovations thermiques performantes déjà à ce moment-là. Et du coup, c'est très facile de pouvoir embarquer les gens quand vous leur dites, voilà, on va rénover avec vous, on va utiliser des éco-matériaux, on va faire des économies, du coup, c'est bon pour votre porte-monnaie. Il n'y a pas besoin de raconter beaucoup de baratin. Hein. Le résultat, quand vous passez de 3 000 euros de frais de chauffage, par exemple, à 500 euros par an, les gens ont compris l'intérêt de pouvoir peut-être faire différemment. Ce sont vraiment des gros projets et qui touchent vraiment les habitants sur des problématiques qui leur sont propres et qui sont toujours actuelles finalement. Vous vous êtes beaucoup appuyé sur la réappropriation culturelle avec l'économie de la fonctionnalité, comme vous venez de le dire, mais aussi des dispositifs innovants comme la base du 11-19 et le CD2E. Quels furent les leviers principaux de cette reconversion territoriale et quels atouts spécifiques avez-vous mobilisés et quels défis persistent encore aujourd'hui? C'est une question importante, stratégique. Alors, pour opérer ce travail-là, c'est d'abord mener en fait une coopération. C'est-à-dire, vous pouvez pas le mener seul. Donc, il faut à la fois être une sorte d'animateur. Et je pense que Los Angeles et les maires précédents ont une capacité à être des animateurs territoriaux. Et on essaye aussi aujourd'hui de continuer, puisque c'est par la coopération qu'on arrive à rendre fertile un certain nombre de projets. Et puis, il faut pouvoir aussi le matérialiser. Frédéric Motte parle souvent de totem. On a besoin de totems pour ces politiques publiques. Los Angeles, le territoire de l'agglomération de Lens-Liévin a des totems, et notamment sur le 11-19, qui est devenu un cluster de l'éco-transition. Et aujourd'hui, vous avez des acteurs qui montrent que c'est possible, qui aujourd'hui ont des résultats prégnants. Vous parliez tout à l'heure du CD2E, mais qui accompagne de nombreuses entreprises à justement changer de modèle et donc de montrer qu'on peut gagner de l'argent. Il y avait encore un énorme congrès à Lille il y a quelques jours avec un salon qui montrait toutes les potentialités, tous les développements autour aujourd'hui des métiers verts et notamment sur les questions de construction et d'éco-construction, sur l'économie circulaire. Et puis par exemple un acteur de la biodiversité, le CPIE, la chaîne des terris, qui montre comment on peut d'un territoire aujourd'hui ancien minier y faire du tourisme, y travailler sur les questions de biodiversité, d'en faire des visites, l'office du tourisme aussi. Et donc
on a, avec le 11-19, une base aussi qui est tangible, qui montre les résultats prégnants dans le quotidien aussi des gens du coin. Voilà. Donc, et puis, effectivement, cette capacité d'entraînement, de donner du sens, de redonner du pouvoir d'agir de l'ensemble des acteurs et du coup de mutualiser en fait un certain nombre de moyens qui permettent du coup d'aller beaucoup plus loin et de donner de l'ambition à notre territoire. Et quels sont les défis dans ce cas? Les défis du territoire, ils étaient simples, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, pour moi, il le reste. C'est modifier l'activité humaine aujourd'hui. L'activité humaine, aujourd'hui, elle ne rend pas forcément heureuse. On le voit, on se rend compte, on n'a pas des gens qui sont de plus en plus heureux et pourtant on n'a jamais été aussi riche. Donc il faut quand même se questionner sur ce qui a de la valeur. On surconsomme une planète, on le voit arriver juillet, août aujourd'hui. On est à crédit par rapport à la planète. Et vous voyez, aujourd'hui, notre gouvernement nous dit aussi on est à crédit avec une dette qui est exponentielle. Donc du coup, il faut forcément réagir. Et donc, une réaction, c'est de reprendre son destin en main, c'est redonner à la fois un développement, mais un développement qui soit sobre et fertile. Et sur un certain nombre de thématiques, on le voit, on peut gagner sa vie mieux dans d'autres modèles. Et c'est vers cela qu'on doit tendre. Vous parlez de biodiversité, justement. Vous avez des politiques autour de la biodiversité, autour de l'alimentation durable ou autour d'initiatives culturelles, participatives comme les Goéliades dont vous avez parlé juste avant. Comment est-ce que tout ça s'articule au quotidien, notamment dans une ville comme Los Angeles, qui certes est en transition depuis 35 ans, mais qui vit quand même sur un territoire qui a été très marqué? Vous avez complètement raison. En fait, l'idée, c'est de passer des innovations sympas, qui montrent des vrais résultats, qui montrent que c'est possible, à une massification. Et par exemple, vous avez pris la question alimentaire, c'est une très bonne question. Los Angeles a développé depuis longtemps, depuis 25 ans, notamment des incroyables comestibles, une capacité à retrouver des savoir-faire sur le jardinage, etc. Et ce qui permet concrètement de développer de la production locale, qui est du coup même à distribution gratuite des habitants dans certains coins de la ville, etc. On s'est rendu compte que c'était possible de le faire. Et on a développé aussi des ateliers autour du savoir cuisiner, etc. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que c'est bien, c'est à l'échelle de Los Angeles, ça amène une vraie plus-value. C'était dans l'optique de ce qu'on voulait développer. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin, de travailler avec l'ensemble des agriculteurs, des producteurs, de mettre tout ça en visibilité et d'aller beaucoup plus loin. Et pour le faire, Los Angeles, c'est pas le territoire suffisant. Et donc, mais par contre, ces résultats de Los Angeles ont donné envie à l'agglomération. Aujourd'hui, j'en suis d'ailleurs le conseiller communautaire délégué à l'agriculture de proximité. Ça leur a donné envie de développer un programme alimentaire territorial. Et depuis 2019, aujourd'hui, on a un PAT qui est même labellisé niveau 2, et qui fait partie des 14 PAT en région. Et donc, avec la communauté d'agglomération de Lancier-Vin, on a à peu près 45 actions qui se mettent en ordre de marche avec des partenaires conventionnés. Et donc, vous voyez, par exemple, là, hier, j'étais avec une centaine de familles qui sont accompagnées par une structure qui s'appelle Aprobio. Et on est en train de faire une opération de défi alimentaire. Et donc, les personnes, les habitants, ont 4 mois pour se former, et donc ils vont participer à des ateliers pour essayer de trouver les bons producteurs locaux, de trouver du coup des légumes plus sains qui sont meilleurs pour la santé, et avec des modèles économiques courts, donc c'est bon aussi pour l'attractivité de notre territoire, et une capacité à pouvoir consommer mieux localement, et en même temps que ce soit bon aussi pour leur porte-monnaie. Et donc on les entraîne, et donc le PAT par exemple, c'est une des initiatives, c'est une des actions de ces 45 actions que je vous ai évoquées tout à l'heure. Alors, ma prochaine question portait justement sur un projet emblématique. Si vous en aviez un à partager, vous venez de le faire avec le PAT. Est-ce que éventuellement vous en avez un autre pour symboliser ce mieux vivre ensemble écologique et créatif? Des projets, il y en a plein, mais ce serait difficile de dire plutôt l'un que l'autre. Je pense par contre, il y a quelque chose qu'on a compris depuis très longtemps, qui se matérialise par un dispositif à Los Angeles qui s'appelle le 50-50. On aurait pu l'appeler aussi gagnant-gagnant. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'essayer d'accompagner les initiatives des habitants et que ce soit quelque chose qui soit plutôt bottom-up et qui réponde en même temps aux enjeux d'actualité, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et par ça, par exemple, j'ai des jeunes qui m'ont écrit il y a un peu plus de 2 ans en disant « Mais nous, on se rend compte que dans les cours d'école, il fait très très chaud. On parle d'îlots de fraîcheur. Nous, notre cour, elle est complètement minérale. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être essayer de changer les choses. Et est-ce que la ville est prête à le faire avec nous? » Et donc, dans ce cadre-là, on a signé une convention avec les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, avec les enseignants, les enfants. Et on a opéré ensemble un travail
d'îlots de fraîcheur dans cette cour-là. Et aujourd'hui, c'est réalisé, c'est inauguré. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ce dispositif 50-50, c'est qu'on aurait très bien pu missionner une entreprise de le faire, et ça aurait été très bien. Mais ça, d'ailleurs, ça c'est partout ailleurs et c'est bien. Faisons des îlots de fraîcheur, c'est important pour le confort des enfants et aussi des enseignants et de tous ceux qui peuvent travailler dans les écoles. Mais de le faire ensemble, faire pour et faire avec, ça change tout. Puisque derrière, quand vous faites une inauguration, moi à chaque fois j'en ai des frissons, parce que vous sentez la fierté. Vous faites équipe, vous avez sué ensemble, vous avez du coup développé de la confiance, de la reconnaissance. Et ça, c'est un résultat systémique, c'est un résultat qui a beaucoup plus de valeur que même le projet en lui-même. Donc moi j'ai l'impression que c'est plutôt cette baguette magique-là de comment on arrive à générer de la coopération et du coup des consensus parfois, parce que sur les projets, c'est aussi la capacité aussi à avoir des consensus entre les différentes attentes des uns et des autres, de compromis, et qui permet du coup, in fine, d'avoir un groupe fier d'une réalisation et que ça amène une vraie contribution. Et même par exemple dans le cadre de ce type de 50-50 là, bah, ça vous coûte moins cher. C'est-à-dire que vous avez des résultats humains qui ont une valeur inestimable, et en plus, si on l'avait fait que par des entreprises, on aurait dépensé plus d'argent public que de le faire de cette manière-là. Donc du coup, souvent je le dis, et c'est pas, des fois on peut dire bon, il est maire d'une ville, il est fier, il raconte ce que font ses habitants. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout qu'il y a aussi du bon sens dans ce que je viens de raconter. On peut être fier et en effet lier l'utile à la fierté. Vous parliez justement de faire ensemble et de consensus. Je sors un peu du cadre de mes questions habituelles. Comment une ville comme Los Angeles, qui n'a pas forcément d'étiquette politique, mais qui a quand même des idées qui sont vraiment basées sur la transition et sur l'écologie, comment rallier des communes d'une communauté d'agglomération comme celle de Lens-Liévin à votre cause pour que, malgré les différences politiques, vous puissiez vous retrouver sur ce sujet pour faire avancer le territoire? C'est une question intéressante. Je pense que l'approche à Los Angeles, elle a jamais été partisane. Donc moi, j'ai pas de parti politique, mais historiquement, c'est une ville de gauche, hein, portée par les socialistes depuis 77 avec Marcel Caron, et puis pilotée et animée par son fils, qui est toujours d'ailleurs à Europe Écologie, Les Verts, etc. pendant un certain nombre d'années. Et on a aussi beaucoup de gens qui sont issus de notre équipe, qui sont de la société civile, tout simplement comme moi. Donc, votre question, c'était comment on embarque les autres. Moi, je pense que si on part sur un côté partisan, c'est-à-dire soit on devient des militants extrêmes écologistes, et je le dis des fois à ces militants-là, je sais pourquoi ils se battent, je partage leur combat, mais parfois pas la posture. Si c'est pour dire mais je suis prêt à m'enchaîner pour que ça marche contre vents et marées, c'est pas comme ça qu'on organise une coopération. Alors des fois, c'est vrai que pour coopérer, il faut être deux. Donc, il faut prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Et l'idée, c'est de créer ces conditions-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire à l'agglo. Après, voilà, même s'il n'y a pas, c'est pas rempli d'écologistes à l'agglomération, il y a quand même beaucoup de forces de gauche qui sont très alertes sur les questions de transition écologique. Et donc, on a un vrai partenariat. Donc, l'idée, effectivement, c'est de ne pas rentrer dans une opposition dogmatique et de montrer comment ça peut apporter une réponse aux besoins concrets des habitants avec une volonté de faire ça de manière transpartisane. Et c'est ça qu'on essaye de faire à Los. En tout cas, moi, c'est là-dessus, et je peux vous assurer qu'avec les maires des autres communes, qu'elles soient communistes, qu'elles soient de divers et variés, on arrive à discuter, on arrive à se mettre d'accord sur des projets communs, et l'intérêt général, c'est vraiment ce qui prime. Alors, des fois, oui, ça peut arriver que c'est plus compliqué que d'autres, des fois, ça prend un peu de temps, mais c'est aussi le rôle du politique d'être capable de créer les conditions d'une coopération. Et je peux vous assurer que sur un certain nombre de sujets, même si des fois l'entraînement initial n'est pas forcément toujours à la vitesse de ce qu'on voudrait, mais on y arrive. Et on y arrive d'ailleurs de mieux en mieux. Finalement, ce qui vous guide et ce qui vous motive toutes, quand je dis toutes, je parle évidemment des communes, c'est le bien-être, le bien commun des habitants et des habitantes de vos communes. Oui, je pense que très souvent, d'ailleurs, on peut critiquer le politique, notamment dans des sphères nationales, sur l'égocentrisme, la volonté absolument. Moi, c'est pas du tout ce que je ressens sur notre territoire. Je pense qu'il y a des maires femmes, des maires hommes avec qui je collabore au quotidien et qui ont envie simplement de répondre aux besoins des habitants, d'essayer de le faire de manière intelligente. Alors parfois, effectivement, avec des points de vue
différents sur un sujet. Mais dès lors qu'on se met pas dans une position frontale, dès lors qu'on se met dans une position, dans une posture de compréhension des enjeux et qu'on réfléchit ensemble et qu'on laisse de l'espace pour contribuer et coopérer, on arrive généralement à sortir nos projets. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre plus que jamais sur notre territoire. En parlant de coopération, Louvre-Lens-Vallée et la ville de Loos-en-Gohelle envisageaient une coopération dans le cadre de la refonte de la médiathèque. Au-delà de cette possible coopération, quel type de projet commun entre nos deux structures vous auriez envie de développer ? Écoutez, sur la Louvre-Lens-Vallée, notamment, vous avez une directrice, Margarita Balzerani, qui est très intéressée à la question écologique. Et je pense qu'on a du coup plein de choses à partager. Et effectivement, la médiathèque, le projet de médiathèque, d'ailleurs, moi, je l'appelle pas trop projet de médiathèque. Vous voyez, pour moi, j'aime plus non plus trop le terme de tiers-lieu, mais ça va être un espace culturel qui va permettre de développer justement des initiatives. C'est ça qu'on cherche. Et je trouve que la Louvre-Lens-Vallée, elle est dans cet esprit-là. Elle représente l'idée de justement de pouvoir incuber des nouvelles initiatives, des nouvelles startups, et de le faire aussi en utilisant les outils modernes. À chaque moment, aujourd'hui, on est sur le développement, par exemple, de l'intelligence artificielle, alors bien sûr avec ses limites, mais pour moi, l'idée, c'est vraiment de rester en recherche et développement avec la Louvre-Lens-Vallée et d'essayer d'hybrider peut-être un certain nombre de projets sur lesquels on a justement besoin de coopération pour peut-être aller plus loin. Et je pense qu'il y a des choses et des ressources très intéressantes et aujourd'hui des acteurs quand même qui sont venus se fédérer année après année autour du cluster culturel et numérique de la Louvre-Lens-Vallée. Et je pense que on a des choses aussi à partager pour justement aller plus loin avec la commune de Loos-en-Gohelle. Donc voilà, il y a déjà plusieurs objets effectivement. Comment on peut s'inspirer, comment on peut créer les conditions sur notre espace culturel pour pouvoir justement incuber ce type de projet. Comment on peut faire atterrir des choses qui sont faites par la Louvre-Lens-Vallée sur ce nouvel espace et du coup pouvoir embarquer encore plus les habitants dans les nécessaires transitions à opérer. Voilà, donc ça, c'est les premiers axes de développement qu'on a dans le partenariat avec la Louvre-Lens-Vallée. Et puis, par exemple, on a un projet aujourd'hui qui est en ordre de marche qui s'appelle la Boussole Lossoise. Et donc, on est en train de réfléchir sur la ville à 30 ans. À Loos, et du coup comment aujourd'hui avec nos résultats, mais aussi avec les nouveaux enjeux, avec les nouvelles vulnérabilités aussi du territoire, comment aujourd'hui on retrace une feuille de route avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et donc on a besoin aussi, nous, d'être challengés par tous les acteurs du territoire. Je pense que ça, le Louvre-Lens-Vallée fait ça très très bien. Il y a d'autres acteurs, on parlait tout à l'heure du CD2E, on parlait du CERD, de Culture Commune par exemple. Bon, c'est tous des structures qu'on sollicite pour pouvoir venir nous challenger dans cette représentation et dans cette feuille de route qu'on cherche à tisser et qui doit être une réponse aujourd'hui aux transitions, au développement du territoire à mener. Un beau croisement entre culture, innovation, transition en tout genre et écologie. C'est un beau programme, c'est un beau partenariat en effet qu'on aimerait mener ensemble. Finalement, Monsieur Maton, si vous étiez un type d'art, lequel seriez-vous ? Alors moi, je suis un amoureux de la musique. Moi, je suis un musicien, je pense que c'est ce qui transporte le mieux. Et je dis toujours, pour voyager, c'est pas le véhicule que vous prenez qui est important, c'est souvent avec qui vous le prenez et dans quelles conditions. Et donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est vraiment comment aujourd'hui on redonne de la valeur à l'immatériel, à ce qui est important et sur lequel on a des attachements. Donc, si j'étais un type d'art, du coup, je serais simplement la musique, parce que je pense que c'est ce qui emporte, c'est ce qui peut vous faire osciller de la tristesse à la joie, à la fantaisie, aussi au côté atypique des fois des choses. Et puis, c'est quelque chose, la musique, qui se mélange. Voilà, vous pouvez mélanger plein d'arts, vous pouvez mélanger des instruments différents. Et moi, j'ai autant d'attachement à de la musique classique, à de la techno, à aujourd'hui de la K-pop chez les jeunes, par exemple. Et puis en même temps, moi, je suis un amoureux du pop rock, vous voyez, parce que je suis de cette génération-là. Et je trouve qu'on peut effectivement, avec la musique, être transporté. Et du coup, quelque part aussi, je pense qu'on a tous quelques chansons sur lesquelles on peut se retrouver. Et donc, même les fans de métal, je suis sûr qu'ils ont peut-être de la chanson française, quelques chanteurs qu'ils aiment, ils n'osent pas l'assumer, mais ils vous le diront. Et je trouve que c'est toujours un espace de vivre ensemble et voilà, j'adore ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cet entretien et d'avoir partagé ce moment avec nous. Eh ben, c'est partagé. Merci pour ce beau moment. Et puis, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos différents podcasts. Et puis, à très vite, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance. À l'écriture, Asma Coili, Vincent Gariazzo et Fiona Coco. À la musique,
Thierry Mbaye. À la technique, Asma Koili. Merci à toute l'équipe de Louvre-Lens-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Vincent Gariazzo, Thierry Mbaye, Asma Koili, Sarah Bellil, Charlotte Sautière, Marion Lefebvre, Nausicaa Loukakis, Scott Froidevaux, Léos Primon et Fiona Coco. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-les-Vins, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 30 octobre pour le prochain épisode.